Putain, hier c'était une journée chargée d'émotions. Alors déjà, hier, t'as Brest qui a gagné à Guingamp son premier match de Ligue des Champions, mais surtout tu as Le Maire qui a fait une incroyable vidéo vraiment vibrante et puissante où il dit au revoir à la nation, et t'as même Darmanin qui a fait un communiqué en disant que ses années avec Macron ont été les plus belles de sa vie. Je suis à côté de la plus grosse pipe du monde, des pipes moi j'en ai connu, mais des comme ça... Salut à tous, bienvenue sur Actu Réfractaire, et aujourd'hui on vous a tissé une belle tresse d'informations d'un seul tenant, c'est parti. Alors, on va commencer avec Barnier qui a reproposé une liste de ministères à Macron et Macron il l'aurait accepté. Bon, le gouvernement devrait être annoncé aujourd'hui ou demain, mais là on a quand même des fuites d'informations dans la presse avec les journaleux, donc on peut vous affirmer que dans les armées ce sera Sébastien Lecornu, dans le travail ce sera Astrid Panosian, dans la santé ce sera Geneviève Darisquet, quelque chose comme ça. Dans les affaires étrangères, c'est Jean-Noël. Oh, on s'en fout, les gars! Avant, c'était des ministres, maintenant, c'en est d'autres. Ils vont impliquer exactement la même politique, quoi. Donc, on s'en fout de qui ils sont. Déjà qu'on sait même pas qui ils sont, ces types-là. C'est juste des députés qu'ils ont réussi à trouver quelque part, là. Mais dans la presse, tu as quand même pas mal de gens qui alertent que cette équipe de bras cassés, là, sont parmi les pires membres des Républicains, qui sont très proches du RN et qui seront présents dans des postes comme l'Intérieur ou la Famille. Donc, après un barrage républicain au profit du président de la République, le gouvernement Macron-Le Péniste se confirme. D'ailleurs, en passant, la France Insoumise appelle à une nouvelle mobilisation dès demain, puisque c'est la date d'anniversaire de l'abolition de la monarchie en France. Toutes les manifs sont indiquées sur leur site internet, qu'on vous met évidemment en description. D'ailleurs, en parlant de la France Insoumise, tu as Coquerel, qui est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui a enfin obtenu ces documents qu'il demandait auprès du Premier ministre avec 2 mois de retard. Ça fait des dizaines de jours qu'il réclamait les informations sur le budget 2025. Il les a regardés, il les a analysés, résultat, 10 milliards de dépenses en moins. Voilà, donc une grosse cure d'austérité. Voilà, il y a tout qui baisse, sauf la police et l'armée. Donc on a une petite idée de ce que va donner la politique du gouvernement Barnier. Ça va pas changer grand-chose, hein. Donc Coquerel a eu ses documents et Macron a eu son gouvernement, sauf que là c'était quand même un peu compliqué. À ce qui paraît, Barnier et Macron, ils se seraient pris le chou avec des menaces de démission de Barnier. La raison, c'est le nombre de LR présents au gouvernement, mais surtout le sujet chaud entre les deux, c'était l'augmentation des impôts. Face à la situation assez catastrophique des finances longtemps cachées par Le Maire, Barnier pense qu'il faut trouver de nouvelles recettes. Il a donc évoqué peut-être éventuellement, avec des pincettes, d'augmenter certains impôts. Peut-être, voilà, le mot est dit, augmenter les impôts. Et ça, en vrai, ça m'énerve, parce que les macronistes, ils parlent que d'impôts tout le temps, mais ça veut rien dire. Les impôts, c'est quoi? C'est la CSG, c'est la TVA, c'est l'impôt sur les entreprises, sur les multinationales, c'est les financiers, sur les grandes fortunes, c'est l'impôt sur le revenu, c'est quoi? Non, c'est jamais précisé, parce que un impôt, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être payé par les pauvres ou payé par les ultra-riches. Un impôt sur les spéculateurs de la haute finance qui permet de financer l'hôpital public, bah, ça paraît quand même un truc sympa, tu vois. Sauf que eux, ils disent, les impôts, c'est tous les mêmes, et que du coup il faut pas d'impôts parce que sinon les gens sont pas contents. Non, on veut des impôts mais qui sont bien... Bref, voilà, ça m'énerve. Ce qui est intéressant, c'est que Barnier, il voulait augmenter les impôts, en tout cas il en a parlé, et c'est surtout pas le seul à en parler. T'as le gouverneur de la Banque de France, s'il vous plaît, qui a lui-même déclaré qu'il fallait quand même envisager d'augmenter les impôts. Et là encore, la langue de bois, elle est intéressante, il a dit qu'il faudrait peut-être envisager de lever le tabou d'une hausse d'impôts exceptionnel et raisonnable sur certaines grandes entreprises. Exceptionnel, ça veut dire que c'est temporaire, et raisonnable, ça veut dire que c'est tout petit. Voilà, donc c'est un petit impôt temporaire sur certains secteurs de l'économie et probablement les énergéticiens. Bizarrement, quand c'est le peuple, c'est rarement exceptionnel et raisonnable. Tu vois, les hausses de taxes, c'est des grosses hausses tout le temps, en permanence. C'est bizarre, hein? Il y a même les types de la Cour des comptes qui dit qu'il fallait augmenter les recettes et donc les impôts, tu vois. Alors que ces types-là, c'est les premiers à demander l'austérité en général. Mais face à ces économistes et ces institutions, tous les macronistes sont contre la levée des impôts. Et t'as même Attal qui dit qu'il se battra pour protéger les Français des hausses d'impôts. Voilà. Encore une fois, sans préciser de quel impôt il parle. Pour les macronistes, la question des impôts, elle est cruciale. C'est un slogan de campagne, comme on l'a dit, mais c'est surtout aussi une stratégie économique. Le député Charles Rodwell, macroniste, dit que c'est ce qui permet d'attirer les investissements étrangers, et notamment industriels, ce qui permettrait donc de relancer un nouveau cycle de production, des usines qui font de l'emploi, avec des emplois indirects, et donc de la consommation, etc. L'idée des macronistes, c'est donc d'utiliser l'État pour créer un cadre favorable aux investisseurs, quitte à avoir un gros déficit et une
une énorme dette. Macron fait le pari que s'il fait une politique pour les banques, pour les industriels, pour les actionnaires, et ben le marché financier composé des banques, des multinationales et compagnie, ils vont continuer à financer sa campagne en achetant les bons du trésor. Et en développant ainsi les entreprises françaises, Macron espère que celles-ci pourront s'imposer sur le marché européen qui se renferme sur lui-même avec des taxes et des sanctions contre l'économie chinoise et états-unienne. C'est une forme d'investissement pour le développement des industries. Et s'il faut vraiment choper du pognon ailleurs que sur les marchés financiers, il envisagerait plutôt de taxer des secteurs peu concurrentiels en Europe comme l'énergie, Total Energy ça va, ils sont tranquilles, et pour financer directement des industriels qui sont en concurrence directe avec des boîtes états-uniennes ou chinoises, notamment sur les voitures électriques et l'industrie verte. Et c'est exactement la politique de Biden. Eux par exemple ils taxent énormément tout ce qui est Facebook, Twitter et compagnie, le numérique là, pour pouvoir financer les voitures électriques et l'armement. C'est donc une politique de réindustrialisation par et pour les grandes entreprises et les actionnaires pour générer du profit, et cette stratégie-là, l'État c'est pas le seul à pousser, parce que tu as aussi les syndicats en ce moment qui se bougent pour cette politique-là. Et oui, le 16 septembre, des syndicats de l'industrie automobile ont manifesté à Bruxelles pour la réindustrialisation et ça a été rejoint par des travailleurs d'Allemagne, d'Italie et de Hongrie. Entre 50 000 et 100 000 manifestants défilaient donc dans les rues de Bruxelles. L'action a été lancée par le FGTB, l'équivalent de la CGT en Belgique. À la base, le but était de créer un événement national pour soutenir les travailleurs de l'usine Audi de Bruxelles qui est menacée de suppression d'emplois, voire de fermeture. Un plan fort pour notre industrie, protéger nos emplois de qualité dans l'industrie et de l'investissement dans l'avenir au lieu de l'austérité moribonde. Robin Tonio, un ancien ouvrier des usines Audi et député du PTB, revendique la même chose. Le PTB, c'est un peu, grosso modo, la France insoumise, mais chez les Belges, avec des parlementaires qui sont notamment ouvriers. Bref, Robin explique que l'usine d'Audi est neutre en carbone, qu'elle a le plus grand parc de panneaux solaires de la région et que les trains de marchandises peuvent directement rentrer dans l'usine. Et ça, c'est la preuve, selon lui, que l'usine peut continuer à exister et constitue même un modèle de développement industriel européen. Et qui a payé pour ça ? L'État. Enfin plutôt les impôts qui sont prélevés par l'État. Puisque Audi ils ont pris pas mal de subventions, 158 millions ces 6 dernières années, mais Audi maintient son ambition de restructurer et s'autorise à envisager la fermeture. Mais ça ne s'arrête pas là puisque Volkswagen qui détient Audi a aussi annoncé qu'ils allaient supprimer des emplois en Allemagne. Normalement, aucune suppression d'emplois n'est prévue avant 2029, mais finalement aussi peut-être ça dépend, c'est eux qui décident, voilà, en gros c'est ça. Parce que là maintenant ils disent qu'à cause du prix de l'énergie, ils ont moins de bénéfices et que du coup ils allaient supprimer quand même des postes même si c'était pas prévu, blabla. Parce qu'en fait ils voulaient 1,6 milliard de bénéfices et malheureusement à cause de l'énergie ils ont eu que 1,1 milliard de bénéfices. Voilà. Donc ils ont toujours plus d'1 milliard de bénéfices, mais ils vont quand même fermer des usines. Comme d'habitude, il y a une crise économique, mais les actionnaires arrivent toujours à tirer leur épingle du jeu, à choper les subventions et les bénéfices, et c'est l'État et les travailleurs qui trinquent. Dans cette situation, c'est légitime pour celles et ceux qui bossent dans les usines de revendiquer un plan sérieux pour l'industrie. Histoire que les emplois et même toute la vie sociale, les commerces qui vivent autour de ces usines ne meurent pas au gré des aléas financiers. Mais cette revendication pourrait être récupérée et rejoindre l'ambition de certains dirigeants européens comme Macron qui proposent de se lancer à corps perdu dans une course au développement industriel européen à grands coups de subventions, histoire de maintenir les profits des grandes entreprises européennes qui font face à la concurrence à l'international. Et est-ce que cette convergence d'intérêts pourrait donner lieu à une future union pro-industrie qui dépasserait les clivages habituels ? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que toi tu penses que cette union est possible ? N'hésite pas à nous dire en commentaire. C'est là-dessus qu'on termine cette semaine d'actualité réfractaire et indépendante. Un travail quotidien de plusieurs personnes qui a besoin de financement, évidemment, vu qu'on n'est pas financé par les milliardaires, on a besoin de vous. Donc vous trouverez en description un lien Tipeee pour financer une presse réfractaire et totalement indépendante. Merci à tous ceux qui nous soutiennent chaque jour et qui nous permettent d'exister. Force à vous et à lundi.